Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes invités par nos collègues écologistes à discuter d'une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale qui vise à mettre en oeuvre le droit à l'eau potable et à l'assainissement. C'est un texte qui poursuit un objectif louable. Malheureusement, je regrette qu'il ne soit accompagné des outils nécessaires pour l'atteindre. Pire encore, il contient des dispositions aux portées normatives pour le moins discutables, dont il est impossible de chiffrer les coûts puisqu'il n'y a pas d'étude d'impact. Et cela commence dès le premier article. Il comprend le droit pour chaque personne physique de disposer d'une quantité suffisante d'eau potable. Difficile de s'y opposer, je vous l'accorde. Malheureusement, cette mesure pourrait bouleverser l'équilibre qui résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales sur le service public de l'eau et de l'assainissement. En effet, le CGCT précise que les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution, sauf que si une construction ne figure pas dans la zone desservie par le réseau de distribution, la commune n'a pas d'obligation de raccordement. Par conséquent, le droit à l'eau potable et à l'assainissement tel que prévu dans la proposition de loi ne pourrait s'appliquer. L'article 2 demande aux collectivités territoriales de financer de nouvelles obligations, avec des coûts d'investissement, mais aussi des coûts de fonctionnement supplémentaires. L'installation d'équipements de distribution gratuite d'eau potable, l'installation des toilettes publiques gratuites dans les collectivités de plus de 3 500 habitants et des douches publiques gratuites pour les collectivités de plus de 15 000 habitants. Pouvons-nous réellement nous permettre de solliciter de nouvelles dépenses à la charge des collectivités territoriales déjà étranglées par les récentes décisions financières ? Mais je sais que les défenseurs du texte, M. Dantec, M. Desessard, vont me dire que les collectivités territoriales pourraient bénéficier d'aide des agences de l'eau. C'est ce qui est mentionné dans le texte de loi. Dois-je rappeler la situation dans laquelle les agences se trouvent ? Depuis 2014, l'État a prélevé au profit de son budget environ 500 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau. À côté de cela, vous avez élargi leurs prérogatives, puisque depuis la loi biodiversité, les agences de l'eau ont à leur charge la gestion de la biodiversité terrestre. En somme, vous demandez aux agences de l'eau de faire plus avec moins, et ça n'est pas possible. Quant aux articles 3 et 4, ils visent l'introduction de 2 mécanismes d'aide préventive. L'aide préventive pour l'eau, à l'article 3, et la création d'une allocation forfaitaire d'eau pour les ménages les plus pauvres, à l'article 4. Ces dispositions vont déresponsabiliser nos concitoyens, d'abord sur le plan économique, puisqu'il s'agira d'anticiper des situations d'impayés consécutives, soit du fait d'un prix de l'eau trop important, comme le prévoit le mécanisme d'allocation forfaitaire d'eau prévu à l'article 4, soit du fait de dépenses d'eau trop importantes au regard des ressources des ménages, comme le prévoit l'aide préventive pour l'eau de l'article 3. Ensuite, cela va aussi déresponsabiliser sur le plan écologique, puisque de tels mécanismes ne peuvent que décourager les comportements vertueux en termes de consommation raisonnée d'eau potable. Enfin, l'absence d'étude d'impact concernant les articles 3 et 4 ne nous permet pas, en tant que législateurs, d'appréhender les conséquences économiques et sociales. Attaché à la simplification des normes, vous comprendrez que je ne puisse pas m'associer à des mesures qui pourraient se traduire par la naissance de nouvelles normes. Quant à l'article 6, on nous explique que le produit de la contribution sur les eaux et boissons embouteillées, dont les sommes perçues par la douane sont mises à la disposition de chaque commune concernée, sera fléché vers l'allocation du logement social, qui est une composante du Fonds national d'aide au logement. Sauf que cette allocation n'a rien à voir avec l'allocation forfaitaire d'eau, puisque celle-ci est une autre composante du Fonds national d'aide au logement. Ainsi, l'article 6 ne permet pas d'apporter de nouvelles sources de financement pour l'aide préventive pour l'eau de l'article 3, ni pour l'allocation forfaitaire d'eau prévue à l'article 4. De surcroît, il n'est nullement mentionné que ces fonds accompagneront les collectivités territoriales dans le financement des nouvelles obligations prévues par l'article 2. Enfin,
et peut-être ça vous ne l'avez pas vu, monsieur le rapporteur, les dispositions de l'article 6 affecteront considérablement le régime vieillesse des non-salariés agricoles. Vous en êtes conscient. Alors, nous avons bien compris qu'il s'agissait d'une loi d'affichage, de communication, à 60 jours de l'élection présidentielle. Il existe, pour ma part, je pense, d'autres priorités en matière d'infrastructures d'alimentation en eau, puisque le renouvellement se fait au rythme de 200 ans pour nos canalisations, et avant de penser à réaliser des installations dont on ignore si elles seront utilisées. Donc, vous l'aurez compris, mes chers collègues, malgré l'objectif louable, le groupe Les Républicains, dans sa grande majorité, ne votera pas cette proposition de loi que je considère, pour ma part, et pardonnez la franchise de mes propos, comme un puits sans fond. Merci. La parole est à Bernard Vera pour le groupe CRC, et pour 7 minutes.